j'ai un rapport à l'argent qui est très drôle, contrairement à tout ce que Mhm. les gens pensent. Les gens disent non, avare. Mhm. Je ne suis absolument pas. Mhm. Mais vraiment pas. Mhm. Je Mhm. suis discipliné, je Mhm. sais ce que je veux Mhm. de mon argent. Tamana, bienvenue sur les chroniques de Santé. Je suis Santé Sylvie, passionnée de lecture, d'écriture et de partage de connaissances. Et on a tous connu un peu cette boîte en bois ou tirelire qu'on utilisait pour épargner quand on était petit. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus grand. On a tous un peu de mal à vraiment réussir à faire des économies. Donc aujourd'hui, je suis avec un apôtre de l'épargne, Stéphane Kouakou, très connu sous le nom de Stéphane K. C'est un homme aux multiples passions et talents, photographe, poète, auteur. Donc là, il nous a sorti le guide pour épargner. Et c'est un spécialiste de la communication et du marketing depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, on se demande comment est-ce qu'on passe du marketing à... Déjà même, j'ai envie de te demander comment on fait pour devenir poète. En fait, tout ça, là, comment c'est mélangé. Mais d'abord, comment on passe du marketing pour se retrouver à l'épargne. Bonjour tout le monde. Bon, Mhm, pour répondre à ta question simplement, mhm. on ne passe pas du marketing à l'épargne. OK, Donc, ce n'est pas comme si j'ai arrêté c'est vrai. d'être dans le marketing ou la communication pour être dans l'épargne. Donc, Mhm. ce que je suis de 9 heures à 17 heures, comme les Anglais disent, 9 to 5, Yeah. je suis dans le marketing et la communication. Mhm, Maintenant, avoir le comportement de l'épargne, de la gestion d'argent, c'est une histoire de vie, c'est un comportement qui ne te quitte jamais, c'est 24 heures sur 24, c'est comment tu gères ta vie. Maintenant, comment on devient apôtre de l'épargne, c'est parce qu'on fait du marketing qu'on devient apôtre de l'épargne. OK. Parce que on sait comment on travaille ou comment on a son comportement d'épargne et on essaie de le rendre accessible au plus grand nombre. C'est le marketing, la com qui te permet de modéliser le comportement et de le rendre accessible au plus grand nombre. Ça me fait penser aux évangélistes d'Apple, en fait. C'est pour ça que je m'appelle apôtre. Super. Voilà, j'annonce la bonne nouvelle sur comment gérer son Ok, argent. super. Dans mes souvenirs, je pense que la première fois où publiquement tu as commencé à parler d'épargne, c'était vraiment avec ton article sur les leçons, petite leçon de Navarre en 2017. Et puis au fur et à mesure, tu as commencé à aborder le sujet plus fréquemment jusqu'à lancer le défi épargne. Euh, Est-ce que ça répondait à un besoin particulier? Je sais pas. Enfin, cet article-là, c'est vrai que tu avais déjà ton blog, tu écrivais plein de choses. Mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier qui t'a donné envie de parler d'épargne? Bon, dans mes souvenirs, non, je n'ai pas de déclencheur particulier. Ça devait faire partie de des articles que je devais publier sur le Mhm, blog parce que j'avais ou j'ai un blog, j'ai toujours un blog. J'écris moins, j'ai toujours un blog, mais oui. j'écris beaucoup moins. Mhm, Donc je partageais. Et je me rappelle très bien, quand j'ai écrit cet article, je l'ai écrit de nuit. J'avais fini une longue journée de travail, il devait être 21 heures ou 22 heures. Et au lieu de rentrer, je me suis dit, j'ai cette idée, vas-y, écris. Et comme quand j'écris, j'essaie d'être le plus utile aux gens, je me suis dit, comment tu racontes l'histoire et tu donnes des avis aux gens, des conseils ou des techniques ou des éléments actionnables tout de suite oui. pour pouvoir en profiter. Donc, j'ai écrit cet article, j'ai raconté l'histoire que j'ai eue avec ma maman quand je commençais à travailler. Euh, bon, faut aller sur le blog, je vais pas raconter toute l'histoire. Je peux, Moi, donc, oui, oui. il faut raconter. Bon, pour faire court, en fait, l'histoire, c'est, je commence à travailler, enfin, à travailler. J'ai un stage, j'ai mon Oui. premier stage de Tu travailles pré-emploi. dans le bureau, donc? Oui. Voilà. Mhm, Et j'ai une prime de 100 000, ce qui est une fortune. mhm, Mais j'estime que ce n'est pas beaucoup. oui. Mais j'annonce à la maison, ah, j'ai eu mon stage à 100 000. Et ma mère dit, tu me donnes la moitié. Donc je me plains, j'estime que 50 000, je ne peux pas vivre avec ça. Pour finir par lui donner les 50 000 parce que je vis sous son toit. Très bien. Voilà, donc je lui donne les 50 000 et j'apprends à vivre avec 50 000 francs. Donc, je me réveille plus tôt,
je vais au travail, elle me dépose au travail, donc j'ai pas de transport le matin. Si j'ai plus d'argent à midi, je mange le repas le moins cher. Parfois, c'était des bananes braisées. Le soir, je décomposais mes warren, mais je ne venais pas à l'heure de pointe parce que on fait le malin sur toi, donc je travaillais plus aussi. Donc, ça a permis qu'on me confirme aussi après mes 6 mois de pré-emploi. Et au bout des 6 mois, quand je lui ai donné les 50 000 du 6e mois, elle m'a redonné l'argent. Et puis elle m'a dit, je pense que tu as compris la leçon. Donc au-delà de l'épargne, là, elle m'a remis 250 000, donc les 5 mois de 50 000 qu'elle avait épargné. Donc au-delà de l'épargne, c'était la maîtrise de son argent. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'il faut le dépenser. Donc j'ai raconté l'histoire et j'ai gardé le comportement après, en fait. Je savais que j'avais envie de voyager, donc ma première année, j'ai épargné de l'argent pour aller en voyage après ma première année de travail. J'avais envie d'avoir un iPhone ou un téléphone à un moment donné. Je mettais 20 000 francs de côté chaque mois pour avoir mon téléphone au bout de 2 ans. Donc je change de téléphone tous les 2 ans sur la base de 20 000 mis de côté chaque mois. Pour gérer ma voiture ou toutes les réparations que je peux avoir pour la voiture, j'ai un budget mensuel qui est affecté. S'il n'y a pas de réparation, le budget est là, mais c'est comme une mutuelle. Donc, je fonctionne comme ça sur plein de choses et je raconte dans l'article. Et littéralement, c'est l'article le plus lu de tous les temps sur le blog. Il est partagé, il fait rapidement 10 000, 15 000 vues. La moyenne des vues du blog était de 1000, 1500. Donc il était à des articles, il était à 10 fois cet article. Donc à partir de là, je me dis, c'est une chose qui est évidente pour moi, mais qui n'est pas forcément évidente pour la majorité des gens. Donc, comment faire pour que ce que je sais, ce que j'ai appris, je puisse le partager à un certain nombre de personnes. Et je pense à des formations en premier. Genre former des gens sur l'épargne. Je fais un truc, mais ça ne fonctionne pas du tout. C'est même un très gros échec. Et ainsi de suite. Et je me dis, vas-y. Chaque fois que quelqu'un lit l'article, les messages qu'on t'envoie, c'est merci, tu m'as sauvé, quoi. J'aurais aimé savoir ça plus tôt. Donc, j'ai des messages de ce type et je me dis, il y a vraiment quelque chose dans le comportement qui est évident pour moi, mais qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et j'arrive, je pense, au défi épargne. Je ne sais plus trop comment, mais j'arrive à ça. Et je commence sur WhatsApp avec un petit groupe de personnes. On le fait par mois. Du 1er au 30 avec des défis quotidiens, on choisit quel montant on va mettre de côté chaque jour. Et donc, en étant rigolo, en ayant des conversations, à la fin du premier mois, il y a des gars qui me disent, je ne savais pas que je pouvais garder autant d'argent en un mois. Donc, tu décides de mettre 2000 francs de côté, par exemple, chaque jour. Normalement, tu te retrouves à 60 000 si tu as fait tout le mois. Mais comme il y a des défis, des fois, tu dois donner 2 fois plus, des fois 3 fois plus, des fois la moitié, ta barrière, tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus. Tu te retrouves à la fin du mois, tu as 110 000. Et tu te dis, donc c'est possible. Et ça a changé le comportement de certaines personnes. Et après cette petite phase, on était, vas-y, dans le groupe 40, 50 personnes. Voyant que ça fonctionne, je me suis dit, va à la banque, parle-en à une banque et essaie de toucher le maximum de gens. Donc, c'est là que je commence avec la Standard Chartered et là maintenant avec EcoBank pour qu'on permette à la terre entière, la Côte d'Ivoire entière, l'Afrique entière de Tu as eu? Non. Ok, très bien. Parce que je me suis posé la question, parce que j'allais dire que même les amis qu'on traite d'avares, je suis sûre que beaucoup ont besoin du défi d'épargne, en fait. Pour dire que c'est pas naturel, en fait, C'est pas naturel. Comme on le pense. Et très souvent sur le blog, tu as parlé justement de l'impact de ta maman dans la discipline déjà. L'épargne, c'est un exemple de discipline, mais c'est quelque chose que tu as appliqué partout. Donc, ce que j'ai envie de savoir, c'est toi, comment est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es père? Comment tu penses que tu peux justement retransmettre? Est-ce que c'est le même procédé
pour des personnes lambda avec le guide d'épargne et tout, ou bien est-ce que tu penses qu'il y aurait une manière particulière de transmettre ça à des enfants? Sur l'épargne, oui. Mais avant d'arriver à l'épargne, comme tu as dit, c'est une question de discipline. Mhm, C'est comment tu arrives à te dire non à mhm, certains moments, mhm. à savoir ce que tu veux demain, à prioriser une chose par rapport à une autre. Ouais. Donc, je peux être comment je vais dire, si on rentre au supermarché avec un Mhm, enfant, mhm, l'enfant voit ses jouets, il a envie de tout prendre. mhm, Aujourd'hui, je vais rentrer avec mon fils, je vais lui dire, il va finir prendre tous ses jouets, je lui dis, tu choisis. mhm, Tu choisis, c'est, je peux pas tout avoir. mhm, C'est comprendre que tout est à ma disposition, mais aujourd'hui, je ne peux avoir qu'une seule chose. mhm, Donc, ce comportement va être un comportement qui va s'ancrer dans sa tête pour qu'il sache que tout est à sa disposition, mais tout ne lui est pas nécessaire mhm, et il faut savoir dire non à certains pour avoir ce qu'on veut principalement. La discipline, c'est quand on va se mettre au lit et on doit lire un livre avant de s'endormir, on fait sa prière avant de s'endormir. mhm, Donc, au début, c'est rigolo, mais au fur et à mesure, on se rend compte que l'enfant intègre ça dans son fonctionnement. mhm. Euh, c'est aussi lui dire non quand il veut que tu achètes tout et n'importe quoi. On peut avoir la possibilité de tout acheter, Mhm, mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas mhm. avoir Tout ce qu'on tout veut. ce qu'on veut. C'est aussi dire que la plante que tu vois, il faut l'arroser tous les jours. Mhm, C'est de la discipline. mhm, Tu veux pas, il faut arroser la plante tous les jours. mhm, Donc tu leur apprends la discipline, tu leur apprends le temps pour obtenir des choses. mhm, Donc par exemple, j'ai des plants de tomates. Euh, Tu vois le plant grandir, tu vois la mhm, première tomate arriver, elle est verte, elle devient orange, mhm, après elle passe au rouge. Ça ne se fait pas en une minute. mhm, Donc, mhm, c'est le temps, c'est je vais arroser, c'est beaucoup de choses. Donc là, mhm, on va commencer par la discipline par les routines, mhm. et après les routines, on va l'appliquer dans beaucoup de choses. Voilà. Ok, d'accord. J'ai lu donc le guide pour bien épargner. Bon, lui, c'est pas un... Bah, si, moi je l'ai lu, enfin, il y a plein d'histoires. Je n'ai même pas encore écrit dedans, donc je l'ai Ok, lu d'accord. littéralement, quoi. Et l'une des particularités, avant de lire celui-là, bah, j'avais lu déjà plusieurs autres livres, on en a quelques-uns. Père riche, Père pauvre, Mhm. classique. La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Et puis, un que je n'ai pas ramené, l'homme le plus riche de Babylone, que j'aime beaucoup, qui est un Ok. peu l'ancêtre, en fait, de tous les livres sur la finance. Peut-être que je vais en reparler un peu plus tard. La particularité de Guide pour épargner, c'est déjà que ça parle dans un langage ivoirien. Quand tu lis les textes et tout, tu sais que vraiment, c'est un Ivoirien qui a écrit. C'est drôle, c'est simple. Et puis, il y a littéralement un guide, quoi. Tu as des notes que tu peux prendre et tout. Je pense que c'est par semaine, hein. C'est pas ça. Pour chaque semaine, donc, tu peux mettre, tu as des défis à relever. Donc, c'est toi-même qui choisis les défis que tu veux relever, c'est ça? On t'a mis des défis. Oui. Donc, la structure, c'est un conseil, Mhm. deux défis, Ok. un défi financier, Mhm. un défi d'habitude. Mhm. Toi-même, challenge-toi et ensuite fais le point. Ok. Note tout ce que tu as fait D'accord. et au bout de ce que tu as fait, demande-toi, ai-je bien fait, ai-je atteint mes objectifs Mhm. et tout, et qu'est-ce que je peux faire pour être mieux la semaine qui suit. Donc, dans mes propres défis à relever, c'est ce que tu as fait en fonction des défis qui t'ont été donnés dans la Non, semaine. c'est ce que tu décides toi-même. Ok, en Toi-même. plus, en En fait, plus, de ce qui ouais. est là. Ok. Et on a une partie pour noter ses dépenses, Les le dépenses, montant, ouais. et puis c'est chaque lundi, Ça, enfin, ce tous sont les des jours de notes, la voilà, semaine, tous quoi. les jours. Ok, d'accord. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que, bon, avant d'avoir le guide, et puis je suis sûre que toi-même, c'est pas forcément ce que tu utilises directement. Oh, j'utilise. Le format, je ne dis pas le livre. Si, j'utilise et le livre et le défi épargne. Super, Voilà, ok. je fais ce que je prêche. Très bien. Mhm. Et s'il y avait un logiciel, est-ce que toi, tu as déjà utilisé des logiciels justement pour pouvoir enregistrer tes dépenses, faire le suivi? Ah, alors, j'ai téléchargé des applications, mais je suis pas allé bien loin avec les applications pour la simple et bonne raison que
En fait, j'ai fait moi-même un tableau de dépenses à un moment donné. Donc, le tableau de dépenses que j'ai fait, il est tout simple, hein. C'est un tableau entrée-sortie, donc mes dépenses, mes revenus, et avec un système de catégories. Donc, je l'ai créé vraiment en fonction de mon mode de vie. Aujourd'hui, je l'ai étendu, il est directement dans le défi épargne. Ok. Quand on s'inscrit au défi épargne, on reçoit ce tableau D'accord. Excel Ok. et toutes les dépenses sont intégrées dans le Pardon, tableau. actuellement, je fais une campagne pour dire aux gens d'utiliser Excel. Merci, parce que Excel, c'est genre le meilleur, le truc le plus simple que tu peux utiliser, en fait, pour En gérer fait, tes dépenses, quoi. Excel, les Ouais. gars qui ont programmé Excel sont des malades mentaux. Je ne sais pas comment ils ont fait, Ouais. mais ils sont Mhm. impressionnants. Ouais, ouais. Et moi, je sais que j'ai déjà par le passé utilisé des applications, je ne me rappelle même pas du nom. Généralement, j'ai arrêté d'utiliser quand on me demandait de payer la version pro. Ok? Maintenant, j'ai utilisé aussi Excel par moment, Mhm. mais peut-être que c'est parce que j'aurais pu utiliser Sheets sur mon téléphone, donc l'application enfin, j'utilise très rarement. Mais j'ai toujours eu du mal à être régulière en fait dans mon utilisation. Actuellement, ce que j'utilise, c'est Evernote, mais sauf que là, c'est pas avec les calculs, c'est juste que je mets le truc. Et après, il faut faire le travail d'additionner et tu as la flemme vraiment de le faire. Comment tu fais pour avoir cette rigueur-là? Le tableau que j'ai, vraiment, tout ce que tu as fait, c'est noté. Ok. Les dépenses. Mhm. Après, tous les calculs sont derrière. Automatique. Donc, il y a différentes feuilles de calcul. Mhm. Il y a une feuille de calcul qui est complètement analytique, qui va Mhm. te donner le rapport Ok. de tes dépenses en fonction des catégories. Mhm. Donc, tu dépenses plus en logement ou en supermarché ou en santé. Voilà, il va te faire ça mois par mois. Mhm. Il va te sortir le graphique. Il va te donner Ok. ta dépense annuelle Mhm. et en fonction des catégories, comment tu dépenses. Donc, le seul effort et qui est malheureusement un effort qu'on ne peut pas enlever, c'est l'input. Il Oui. faut que tu lui donnes de l'information Mhm. pour qu'il traite de l'information. Mhm. Donc, pour ça, il y a deux méthodes là, enfin deux méthodes. À la fin de la journée, de sa journée, on peut utiliser donc son téléphone, télécharger le guide sur Oui. Google Sheets Mhm. et remplir directement. Mhm. Nous, c'est ce qu'on fait Ok. à la maison. Mhm. On le remplit directement dans son Google Sheet. Donc, à la fin de la journée, on va remplir. Mhm. Ou il y a un peu de flemme, ça arrive. Ouais. Il faut conserver ses reçus. Ok. Oh oui. Voilà. Ça. Donc, on conserve les reçus. Mhm. Et à un moment donné, quoi Mhm. qu'il en soit dans la semaine, Ok. on va le remplir, Mhm. le tableau. Et on note ses dépenses et ses revenus aussi. C'est C'est ça. revenu. Ok, d'accord. Parce que c'est simple. Mhm. Tu es déficitaire, tes dépenses sont supérieures à tes revenus. Mhm. C'est pas plus compliqué que ça. Oui. Si tu dépenses plus que tu ne gagnes, c'est que tu allais prendre l'argent chez qui. Mhm. Donc, tu as emprunté de l'argent, tu es en train de créer des déficits. Si tu dépenses plus que tu ne gagnes, c'est que tu es en train de prendre l'argent dans une épargne antérieure. Oui. Le but, c'est au maximum de garder les dépenses en dessous des revenus. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'il faut avoir toute l'information. Comment on fait pour s'inscrire au défi épargne? Très simple, défiépargne.ci. Ok. C'est normalement très ergonomique, nom, Mhm. prénom, quel est mon objectif d'épargne que je vais atteindre Mhm. à la fin de l'année. Mhm. Dès qu'on a choisi l'objectif, la partie qui va être peut-être un peu plus longue, c'est que pour participer au défi, il faut ouvrir un compte chez EcoBank. Ok. Donc, ouvrir le compte, c'est aussi en ligne. Mhm. Normalement, ça prend 24 heures quand on a ces Super. documents. Donc, très vite, Mhm. on commence l'aventure. Et c'est gratuit? Gratuit. C'est littéralement grâce à la banque que c'est gratuit. Ok. Parce que pour faire fonctionner le programme coûte de l'argent. Mhm. C'est automatique. Ceux qui sont dans le programme, ça, à 8 heures, t'attends tous les lundis, ton Mhm. défi arrive. Oui. Ça veut dire que c'est automatisé, il y a un CRM qui s'en occupe, Mhm. il faut créer du contenu, il faut animer les pages, il y a des équipes derrière. Donc, ce que la banque permet, c'est de réussir à financer toute cette partie pour Mhm. que le programme reste gratuit pour tout le monde. Ok. Sinon, si on veut, j'ai souvent entendu les gens dire, ah non, moi je vais faire ça avec mon compte. Oui, c'est bien dans l'absolu. Mhm. Fais-le avec ton compte actuel. Mhm. Mais c'est dommage que celui
celui qui Sponsorise? finance le Oui. programme, qui Mhm. permet au programme d'être gratuit, il te demande juste une seule chose, épargne chez moi. Mhm. Je vais même te donner de l'argent. Mhm. En plus, si Oui. tu épargnes chez moi, c'est la seule Mhm. chose que je te demande. Mhm. Ça ne te coûte rien d'ouvrir le compte. Oui. Donc, ouvre juste le compte et puis continue de vivre ta vie Mhm. d'épargne. Ok. Voilà. D'accord. Et quand on parlait tout à l'heure, tu m'as dit que toi-même, en vrai, tu n'avais jamais lu de livre sur les finances, hein. Et qu'est-ce que tu lis de manière générale? Ce que je lis de manière générale, ce sont des fictions. Ok. Donc, j'aime les histoires. Mhm. À un moment, j'ai lu du développement personnel, mais je pense que je vais être très picky Mhm. sur le développement personnel parce que souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de, excuse my French, bullshit. Ok. Euh, Mhm. Donc, je vais être picky dessus. Mhm. Donc, je vais aimer les fictions, je Mhm. vais aimer des jolies histoires, Mhm. et ainsi de suite. Mais bon, je suis repassé dans ma phase de développement personnel en ce moment, donc je lis beaucoup moins de fiction. Est-ce que tu as des auteurs en particulier que tu aimes bien? Sur la fiction, j'aime Chimamanda. J'aime beaucoup The Goat. Chimamanda. Mhm. Euh, J'aime beaucoup Chimamanda. Les derniers que j'ai lus qui m'ont touché, Mhm. alors, il faut que je me rappelle des titres, mais il y avait Yaa Gyasi. Mhm. Yann Diazi, c'est No. Ouais, No Home. Oui. Mhm. No Home. Et il y a une autre Nigériane que j'ai lue. C'est pas la go de Stay With Me. Ouais, c'est oui. Ouais. Sickle Cell. Yeah. Donc oui, ce sont les dernières histoires vraiment qui vont me toucher. Mhm. J'ai eu une période Paulo Coelho Mhm. pendant longtemps, donc littéralement j'ai tout lu. Ah, ça? J'ai tout lu. Waouh. Tous les... Tu peux être un apôtre de Paulo Coelho aussi, hein? Ouais, on va dire ça. Mais pendant vraiment j'ai tout lu. Mhm. J'ai lu, mais j'aime beaucoup moins Mhm. là en ce moment, mais j'ai tout lu. Qu'est-ce qui a changé? Soit je trouve que les histoires se ressemblent, Ok. la mécanique reste la même, Mhm. ou moi je pense que enfin, j'ai épuisé Ok. le principe. Mhm. Voilà. Donc je vais être plus dans des histoires moins attendues, euh, qui vont plus me suivre. Ok. J'ai prévu même un épisode sur la chimiste avec une autre personne. Ça m'étonne parce que je sais que généralement, enfin, ça m'étonne que tu aies réussi à lire tout Coelho, ça veut dire que tu étais très fan. Parce que moi, j'ai cette impression quand je lis certains auteurs qui publient beaucoup, qu'arrive un moment, tu sais en fait à quoi t'attendre. Et j'ai envie de dire que moi, je m'essouffle en fait dans la lecture, bien si c'est leur plume qui se... Ouais. C'est normal, c'est normal que que tu aies eu le sentiment. J'ai lu L'Alchimiste en 2008 et puis c'est à partir de là que j'ai enchaîné beaucoup. Ok. Donc je pense que j'ai continué de lire parce que au moment où je lisais L'Alchimiste, j'avais besoin de lire Ok. L'Alchimiste. Mhm. J'avais besoin de, de comprendre l'histoire de la légende personnelle, Mhm. tout ce qui était dit, apprendre par l'expérience, et Mhm. ainsi de suite. Donc j'avais besoin de lire L'Alchimiste. Et j'ai lu deux autres, donc Brida. Mhm. Au moment où je l'ai lu, j'avais besoin de le lire. Et Aleph, Ok. j'ai commencé à le lire à un moment donné. Je ne cliquais pas. Et puis j'ai relu un autre moment où j'avais besoin de le lire. J'ai eu la même J'avais, expérience. voilà, Mhm. j'avais Ok. besoin. Bon, je pense qu'on a clos un peu le sujet de la chimie, c'est Paulo Voilà. Coelho. Ce que je me demande, c'est pourquoi tu as ressenti le besoin de faire un guide en format papier après que tu avais déjà le concept du défi épargne en ligne et tout ça. Parce que enfin, j'ai fait ça et il y a plein d'autres choses derrière normalement qui arrivent. Parce que désir, mon désir secret, c'est d'apporter la bonne nouvelle au plus grand nombre. Mhm. Donc, il y a plusieurs types de formats. Certaines Mhm. personnes sont à l'aise avec le digital, Mhm. d'autres beaucoup moins. Mhm. Euh, et dans certaines conversations,
dans le défi épargne, par exemple, il y a des récompenses. Mhm. Donc, quand on a respecté ces défis, on peut avoir des récompenses chez les Mhm. partenaires. Et je suis allé parler à un propriétaire de restaurant Mhm. parce que je voulais des bons pour les participants. Mhm. Et je finis de lui expliquer, il m'a dit, ton idée est juste géniale. Mhm. Et je veux que moi, mes collaborateurs, tout de suite là, ils soient dessus parce Mhm. que euh, ils vont avoir le bon comportement et ainsi de suite. Mais ton affaire, ils ne sont pas dessus. Mhm. Ils vont pas cliquer. Oui. Est-ce que ton truc peut passer par SMS, par exemple? Mhm. Oh, OK? ok. Et pour que ça passe par SMS et que j'arrive à automatiser par SMS, ça a l'air facile dit comme Mhm. ça, mais c'est juste trop compliqué. Il Oui. faut transformer tout ce contenu-là en juste 140 caractères, Oui. qui est très multimédia, images et tout, drôle, Mhm. histoire, et Oh, c'est voilà. vrai, c'est Il vrai. faut que ça tienne en 140 caractères, donc Mhm. c'est un exercice en C'est soi. des tweets. Il faut, voilà, il faut Mhm. utiliser, il faut réussir à avoir l'outil Mhm. qui déclenche le SMS. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, l'outil email nous permet de savoir qui a ouvert, qui n'a pas ouvert. Oui. Quand tu n'as pas ouvert, quand on te relance, Mhm. Mhm. dis-toi, on te voit. Si tu Oui. n'es pas en train de respecter Mhm. tes défis, c'est pas possible par SMS. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses à faire pour réussir à le rendre Mhm. efficace. Mais définitivement, oui, je veux faire du SMS. Mhm. Je veux faire du livre. Je veux faire du contenu vidéo. Je veux littéralement euh, permettre à des jeunes qui, avant de rentrer dans le monde de l'emploi, aient une vraie conscience de comment gérer leur argent. Parce qu'on n'apprend absolument pas ça à l'école. C'est vrai. Et on arrive, dès qu'on commence à avoir un peu d'argent, on Mhm. va se mettre à dilapider, alors que plus on commence tôt, mieux c'est pour soi. En vrai, actuellement, c'est ta mission de vie, quoi. Ouais, je pense que oui, je me suis trouvé une petite mission Ouais. dans mon Ta apostolat légende personnelle. de l'EPA. Mhm. C'est super sympa. Et avant qu'on ne commence l'enregistrement, j'ai parlé de Père riche, Père pauvre. Tu m'as dit que toi, tu avais eu du mal à lire. Oui, je ne l'ai pas terminé. Oui, moi, je sais que pour la petite histoire, je raconte juste vite fait pour des gens qui n'auraient jamais entendu parler de Père riche, Père pauvre. Donc, c'est le livre de Robert Kiyosaki qui explique que quand il était petit, il a demandé à son papa comment devenir riche. Et son père lui a dit pour devenir riche, il faut faire de l'argent. Et donc, lui et son ami se sont dit qu'il fallait en fait littéralement faire de l'argent. Donc, ils ont commencé à essayer de faire des expériences chimiques pour créer de l'argent. Et son papa les a trouvés en train de faire, il lui a dit en fait, ce que tu fais là, c'est illégal, quoi. Que c'est pas comme ça, c'était au sens figuré. Mais le père de ton ami, lui, c'est un homme qui est riche. Donc, je pense que tu peux apprendre auprès de lui comment faire de l'argent. Et quand il part voir le père, le père leur inculque la leçon selon laquelle en fait, pour devenir riche, il faut faire travailler l'argent pour toi plutôt que de travailler pour de l'argent. C'est vrai que quand j'ai lu, toi, je t'ai dit que tu n'aimais pas parce que le concept est un peu occidental. Si tu veux expliquer un peu. Mhm. Non, je disais que je n'avais pas, j'en dis, cliqué Oui. Mhm. sur, donc je ne suis pas arrivé à la fin, fondamentalement sur le concept de faire travailler l'argent, Mhm. gagner de l'argent passivement, Oui. c'est universel, Mhm. il faut le faire. Mais on avait, j'ai envie de dire, j'avais un ou deux problèmes sur les différentes manières Mhm. de faire travailler ou Oui. de gagner de l'argent. Mhm. Et la conversation qui va revenir très souvent et que j'ai souvent aussi sur l'épargne, Mhm. c'est tous ceux qui vont vous dire n'épargnez pas. Donc, dans le livre, Mhm. le livre va dire de ne pas faire de l'épargne. Mhm. Le livre parle du fait que dans l'environnement dans lequel ils sont, Mhm. l'épargne n'est pas bien rémunérée. Oui, oui, oui. Ok. Mhm. Donc, les lecteurs vont se dire, Robert a dit, Mhm. on ne fait pas. Mais il Mhm. faut reprendre tout le concept et tout le contexte dans Oui. lequel Mhm. les choses Mhm. sont dites. Il faut, dans nos environnements ici, en Mhm. fait, une des manières de constituer son capital et de le faire travailler, Mhm. en première partie, c'est une fois qu'on a un peu de revenus,
c'est travailler à créer, constituer rapidement son capital pour le mettre en marche. OK? Et constituer son capital va passer parfois et bien souvent par de l'épargne. Donc, il ne faut pas rejeter complètement, mais il ne faut pas aussi être uniquement sur l'épargne. On ne dit pas de faire que de l'épargne dans sa vie, on ne deviendra jamais riche en ne faisant que de l'épargne. Il faut avoir sa sécurité. Si on a un schéma, il faut avoir la sécurité. Donc, première épargne, c'est vraiment pour ta sécurité. L'épargne, plus elle évolue, constitue ton capital, donc tu as ta sécurité au cas où X, Y, Z arrive dans ta vie. Le montant augmente, tu as un capital, et capital rentre en investissement. Et tu commences à le faire travailler en petite activité, en prise de participation, en action. Donc l'environnement américain va privilégier un marché de valeurs mobilières, un marché d'actions plutôt que de l'épargne. Donc là, le marché boursier va être plus rentable volontairement pour que toute l'épargne collectée, en fait c'est une forme d'épargne, toute l'épargne interne collectée va être mise sur le marché financier pour pouvoir booster la consommation. Voilà. Donc ce sont des règles, des méthodes en fait qui font que à un moment donné, j'ai juste pris du recul, voilà, décroché sur lui. C'est drôle que tu le dises parce que moi, je n'ai jamais eu cette idée que il décourage l'épargne. Moi, ce que j'ai généralement en tête, c'est que il encourage à investir. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, honnêtement, ça m'est jamais passé par la tête quand je disais que ah non, épargner, c'est pas une bonne chose. Comme moi, par contre, déjà, chaque fois, je raconte que pour la petite histoire, c'est ce livre qui m'a donné envie de créer une bibliothèque. Parce que justement, il te raconte que quand il était petit, pour pouvoir créer de l'argent, c'est une bibliothèque qu'il a mise en place avec des bandes dessinées qu'il avait gratuitement grâce à la boutique de son père, du père de son ami où il travaillait. Et puis, c'était la petite sœur de son ami, qui était leur premier employé, en fait, finalement, qui gérait la bibliothèque. Et le deuxième point, je pense que tout le monde retient, généralement, quand les gens te parlent de père riche, père pauvre, c'est le côté asset et puis liability. Donc, quand tu fais des achats, est-ce que cet achat-là, c'est quelque chose qui va te permettre de créer de la valeur, de créer de l'argent, ou mais ça sera juste une dépense pour toi? Donc, c'est là que tu comprends que finalement, acheter une voiture, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Alors que nous, dans notre entendement, quand tu commences à travailler, faut acheter ta voiture, faut que tout le monde te voie. Exactement. Pareil pour construire une maison. Tu peux construire une maison si tu as lui tel qui t'explique, il te dit investis, utilise l'argent de l'investissement ensuite pour construire la maison. Surtout qu'aux États-Unis, les gens prennent beaucoup de dettes pour avoir, voilà, les mortgages, hypothèques, je crois, en français, qu'ils utilisent pour construire une maison. Et après, tu te retrouves à avoir des dettes. Et le gros problème, c'est que tu te reposes uniquement sur ton salaire. Donc, si du jour au lendemain, tu perds ton boulot, bah, tu peux pas t'en sortir, en fait. Moi, c'était justement les éléments clés. Et quand il parlait de bourse, et puis bon, et chez eux, c'est facile de prendre des crédits, c'est pas pareil qu'ici. Donc, j'arrivais quand même à faire la part des choses et me dire, OK, voilà ce qui est important pour moi que je retire du livre, et puis le reste, voilà quoi. Tu es très intelligent. Merci du compliment. Tu es intelligente, mais beaucoup de personnes qui ont lu, en fait, n'ont pas forcément eu ton système d'analyse. L'autre chose, littéralement sur l'immobilier. J'explique souvent aux gens, et c'est très culturel. Tu as parlé de la voiture, c'est très culturel. La maison, c'est très culturel. Donc, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison au village. Voilà. C'est que tu n'as pas de maison. Tu es là, tu travailles, tu n'as pas de maison. Si toi, tu as envie d'avoir un seul enfant dans ta vie, vous êtes trois. Toi, ton mari, ton enfant, vous êtes trois. C'est comme ça que tu as prévu de vivre ta vie. Peut-être que tout ce qu'il te faut, c'est un appartement 3 pièces. La chambre des parents, la chambre de l'enfant, living room, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc, ce que tu veux investir dans ce logement n'est pas énorme. Mais on va te juger socialement à la taille de ta maison, à plein de choses. Donc, tu vas faire une dépense de, vas-y, 100 millions.
pour avoir une maison Mhm. qui est au-dessus des besoins Mhm. que tu as. Et Mhm. donc, tu vas être dans un endettement de 15 ans, donc tu vas prendre beaucoup d'argent, Mhm. prendre la maison qui est trop grande pour tes besoins, Mhm. payer plus cher parce que les taux d'intérêt sont élevés, et ainsi de suite, et ainsi de Mhm. suite. Et quand tu vas finir de faire ça, tu vas réduire toi-même ta capacité plus tard à investir. Ouais. Parce que tu vas démarrer par je veux une maison. Mhm. Alors que tu n'as pas besoin de ça. C'est Mhm. pour ça que j'insiste vraiment, moi, la plupart du temps, sur la maîtrise de sa vie, de ce qu'on veut, pour ce qu'on veut pour sa vie. Je me rappelle en tout cas quand je démarrais mon projet immobilier, le promoteur m'a dit, ah, on a une modification, vous pouvez avoir une quatrième chambre. Mhm. Ça coûte X francs. Mhm. Que tout le monde saute dessus, c'est bien et compagnie. Je lui ai dit non. Mhm. J'ai dit non. Ce n'est même pas une question d'argent, je n'ai Mhm. pas besoin d'une quatrième chambre. Mhm. Je ne veux pas d'une quatrième chambre. Mhm. Si j'ai une quatrième chambre, elle va être vide. Mhm. Quand elle va être vide, peut-être que je vais avoir un cousin du village qui va venir, il va vouloir occuper la chambre là pour moi. Parce que la chambre est vide. Oui. Je n'en ai pas besoin. Mhm. Je n'ai pas besoin de créer la dépense complémentaire Mhm. et tout ce qui est associé. Mhm. Donc, ça va. Donc, le choix du logement, ce qu'on a fait pour le logement, Mhm. est un choix qui épouse la vision sur le très long terme. Mhm. Ok? Ce qui fait que, en termes d'investissement, personnellement, je ne suis pas allé, ne me suis pas endetté Oui. pour le faire. Mhm. J'ai fonctionné avec la plus grande discipline de la terre Oui. pour pouvoir le faire et réduire mon endettement. Oui. Parce que j'ai choisi de ne pas m'endetter dessus Mhm. pour avoir un asset Mhm. qui lui n'est pas une liability, Mhm. pour avoir un asset et cet asset va me servir maintenant Mhm. à acquérir d'autres assets. Parce Oui. que lui, il peut servir de garantie Mhm. alors que il m'a coûté du temps et de Mhm. l'argent, Mhm. mais pas d'endettement. Mhm. Et il va me permettre de servir autre chose, donc d'avoir autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment de voir sur le long terme Mhm. pour pouvoir prendre des décisions. Mais Mhm. il faut regarder l'image la plus grande pour prendre la meilleure décision, meilleure décision à l'instant. Pourquoi on a des liabilities? On a des liabilities parce que on a des pressions sociales. Oui. Ok? Euh, Tout à l'heure, avant de commencer, tu m'as parlé d'un titre. Mhm. Je t'ai dit non, je n'ai pas besoin que tu me Mhm. présentes avec ce titre. Oui. Parce que je n'ai pas la pression, je n'ai pas de pression sociale. Mhm. Je n'ai pas besoin Mhm. de ça. Mhm. Ma voiture, je l'ai depuis, je suis dans ma sixième année avec Mhm. ma voiture. Elle fonctionne très bien. Mhm. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais tu cherches pas de voiture. J'ai dit non. Mhm. Mais non, mais pourquoi tu fais comme ça? Je dis parce que j'aime beaucoup la voiture. Mhm. Elle fonctionne très bien. Mhm. Je n'ai juste pas besoin Mhm. pour quelqu'un d'autre d'en avoir une nouvelle. Ok. Ok? Mhm. Donc, d'autres personnes vont avoir this liability parce qu'on a besoin de représenter quelque chose en Mhm. société. Donc, on va investir dans un bien qui va se déprécier. Mhm. Et ainsi de suite. Ça peut arriver que tu le fasses, mais il faut juste le faire pour les bonnes raisons. Mhm. Voilà. Donc, la pression sociale crée les dépenses de liability. Mhm. Ok. Ouais. Quand tu parlais de pression sociale, déjà même asset et liabilities, je sais pas comment on dit ça en français, honnêtement. Euh, Pour expliquer, peut-être les assets, c'est des choses qui peuvent créer de la de la valeur. Donc, valeur. quelque chose qu'on achète qui crée de la valeur. Une voiture peut être un asset si tu l'utilises, par exemple, pour la location de véhicules. Voilà, Exactement. Et les liabilities, c'est ce qui te fait sortir une dépense, en fait. Donc, Ouais. par exemple, si tu achètes une voiture personnelle et que tu dois chaque fois payer pour des réparations, etc., finalement, ça devient une liability, une sorte de responsabilité. Quand tu parlais de pression sociale, moi, ça m'a fait penser justement à cette pression salarié versus entrepreneur. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es dans les deux cas finalement, ou bien est-ce que tu dirais que, enfin, Non, pas je ne suis pas entrepreneur. Mhm. J'ai des idées qui vivent en dehors de mon 9 to 5, mais Ok, je vais pas me définir comme un entrepreneur. d'accord. Parce que je ne suis pas en train de faire, d'être dans la course au revenu. Mhm. Tu crées une entreprise, tu as envie de faire
de l'argent. J'ai un programme qui est gratuit, quoi. Mhm. L'objectif n'est pas ici de faire de l'argent. Mhm. Donc, mais j'aime créer des choses. Donc, c'est pour ça que je peux avoir l'air d'être un entrepreneur. Je ne le Mhm. suis pas. Mhm. Je suis salarié et j'aime beaucoup être salarié. Mhm. Et voilà. Moins de Mais problèmes. voilà. Donc, je pense que Mhm. c'est bien d'être entrepreneur, c'est bien d'être salarié. Il n'y a pas un qui est mauvais, il n'y a pas un qui est trop bien. Enfin, voilà. Mhm. Il y en a qui sont à l'aise dans le statut d'entrepreneur. Mhm. Fine. Oui. On n'a pas à rendre plus malheureux ceux qui ne sont Salarié. pas entrepreneurs. Le même entrepreneur, il a besoin de salariés. Il a besoin de personnes spécialistes dans des domaines spécifiques qui vont faire avancer sa machine. Ça n'existe pas des entrepreneurs sans salariés, ça n'existe pas des salariés sans entrepreneurs. C'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Maintenant, est-ce que tu peux devenir multimilliardaire en tant que salarié? Peut-être pas. Maintenant, est-ce que le but de ta vie, c'est d'être multimilliardaire? C'est un autre sujet. Le but de ma vie n'est pas d'être multimilliardaire. Vraiment, je veux avoir une vie de famille. Je veux faire des choses avec mes enfants. Voilà. Donc, c'est mes projets de vie. Si je suis sur trop de chantiers, peut-être que je n'aurai pas le temps de faire ça, alors que c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, chacun a son rythme de vie. Les salariés, c'est des salariés. Il y en a qui sont à l'aise, les entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs. Voilà, tout simplement. J'ai mentionné le livre L'homme le plus riche de Babylone, que je n'ai pas physiquement actuellement. Mais l'une des choses que j'ai appréciées dans ce livre-là, c'est, en fait, il te raconte une histoire. Donc, il te parle de deux amis qui se sont vus. Je crois qu'il y a un qui a demandé un prêt à l'autre. Et puis l'autre lui a dit que moi, de toute façon, tu me regardes là même là. Je suis pareil que toi, en fait. Et puis, les deux se disaient, mais comment ça se fait que nous, on soit, en fait, aussi moisis? Donc, il dit, bon, on a un autre ami, l'un avec qui on a grandi, qui lui est devenu riche. Qu'est-ce qui a fait la différence entre nous deux? Donc, allons lui poser la question pour savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir riche. Et puis, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on te raconte plein de petites histoires. Donc, tu as cet homme le plus riche de Babylone, donc, qui va organiser des cours avec les gens. Et dans ces cours-là, il va leur demander, bah, vous, d'après vous, déjà, comment est-ce qu'on fait pour devenir riche? Et le truc qui était drôle, il y en a qui ont parlé de la loterie, par exemple. Ils disent que oui, mais tu peux devenir riche grâce à la loterie, que souvent c'est la chance qui te permet d'être riche. Et puis, il te dit, mais en fait, toi, tu connais qui, en fait, qui est riche grâce à la loterie? Et ils se rendent compte que, bah, ils ne connaissent personne, finalement. Parce que ça aussi, c'est un peu une sorte de fantasme, finalement. Donc, après, il va leur expliquer que lui, je pense que c'était lui son histoire. Il te dit qu'il avait rencontré un homme qui était riche à l'époque, qui lui avait demandé d'écrire, je pense que c'était sur un parchemin ou quelque chose comme ça. Il devait écrire, un peu comme les scribes en fait de l'époque, il devait écrire un document pour lui. Et il n'a pas fini au moment où le gars voulait. Donc le gars lui a dit, bon, le gars était fâché et tout, mais il lui a dit, non, laisse, je vais réussir à t'écrire ça pour demain, mais à la condition que tu me donnes ton secret en fait pour être riche. Il lui a dit, ok. Et quand il a fini, le gars lui a dit, je pense que c'était le premier conseil qu'il lui a donné. Il lui a dit que tout ce que tu gagnes, en fait, au moins 1/10 doit te revenir. Et quand il lui disait doit te revenir, c'est en termes d'épargne. Parce que souvent, nous, on pense, ok, j'ai de l'argent, si j'achète à manger, si j'achète ça, c'est toujours mon argent. Mais sauf que dès que tu fais la dépense, bah, c'est plus pour toi. Donc, il a dit, genre, la première règle, c'est que au moins 1/10 de tout ce que je gagne, en fait, is mine. Et ensuite, il lui dit, après ça, il lui dit que cet argent que tu as eu là, mais comme je l'expliquais, c'est ça maintenant que tu dois investir. Et ce qui était très intéressant, c'est que son premier investissement, il a fait un très mauvais investissement. Je me rappelle plus exactement, mais c'est comme si il a donné, je paraphrase, c'est comme s'il a donné de l'argent à un gars qui est maçon pour aller acheter des bijoux que les deux allaient revendre. Donc, bien sûr, ils ont perdu l'argent. Et puis, le gars lui dit, mais en fait, ton gars à qui tu as demandé, il n'a pas d'expertise dedans. Toi-même, tu n'as pas d'expertise dedans. Enfin, tu peux pas investir dans quelque chose que tu ne connais pas. Et je pense que j'étais pas arrivée jusqu'à la partie, mais en feuilletant, j'ai vu que tu as parlé de qu'est-ce que tu sais faire. Donc, quand tu veux investir, il faut investir dans ce que tu sais faire. Et même vers la fin, il a des conseils aussi pour des gens qui ont des dettes. Oui, il te dit que bon, si tu as des dettes à un moment, tu détermines combien tu dois dépenser au quotidien, combien tu épargnes et combien tu utilises chaque fois pour rembourser ta dette. Donc, c'était vraiment, en fait, c'est juste une histoire, mais
c'est des leçons vraiment très simples, en fait, finalement, à appliquer. Mais du coup, je me suis posé la question, si c'est aussi simple, pourquoi les gens n'arrivent pas C'est de la à le discipline. faire? Les gens n'arrivent pas parce que c'est un travail quotidien, Mhm, c'est un travail de discipline, c'est de la répétition. Et il faut être, les Anglais disent intentional. mhm, Il mhm. faut, il faut y mettre de la volonté, de l'intention. Oui. C'est une des raisons pour laquelle le défi épargne n'est pas un programme mensuel et Mhm. qu'il est hebdomadaire. Ok. Pour que l'intention, le rappel est fait chaque semaine. Mhm, Chaque semaine, quelque chose vient te dire, il faut que tu mettes de l'argent de côté. mhm, Donc, plus on te répète ça, mhm, plus ça s'intègre dans ton fonctionnement. mhm. Chaque semaine, on va te dire, est-ce que tu as besoin d'acheter cette chose? Plus on te répète ça, une fois derrière ton achat, au moment d'un achat, Mhm. tu te poses la question toi-même, Mhm. est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mhm. Donc, il y en a qui nous ont raconté des histoires comme ça, c'était juste drôle. Ou, Mhm. comme il sait que le défi épargne arrive lundi, parfois il est dans son week-end, et puis il se dit non, je vais pas faire, parce que je sais pas ce que le défi épargne me dit de faire. Mhm. Mhm. Voilà. Et rien que ça, c'est une victoire. Ouais. Il faut que il y ait de l'intention. Mhm. Tu peux pas avoir accumulé un mauvais comportement pendant, vas-y, 30 ans, Mhm. et puis espérer le changer en 6 mois. Ce Mhm. n'est pas possible. Mhm. Ça prend aussi beaucoup de temps de Oui. changer le comportement. Mhm. Donc, les gens n'arrivent pas parce que quand ils commencent, ils vont lâcher. Mhm. Personne ne va venir leur tenir la main. C'est leur argent. Ils ont des phrases à eux-mêmes pour justifier le fait que On ne vit qu'une on ne fois. vit qu'une fois. L'argent, ça va, Là, ça vient. ça vient. On va pas nous enterrer avec notre argent. Ce qui est dans mon ventre qui est pour moi. Il y en a un Je me sens milliard. visée comme ça. Il y a 1 milliard D'excuses. d'excuses. Mhm. Genre, et si je meurs demain, une fois, il y a un qui m'a dit ça, Mhm. je dis, mais si tu vis demain, C'est voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, mais il faut être intentionnel. Mhm. Donc, est-ce que c'est simple? Ce sont des choses simples que beaucoup de gens savent en Mhm. général? Oui. Mhm. Est-ce que on applique? Mhm. Pas toujours. Ok. Voilà. Mhm. Mais c'est pas, franchement, je vais vraiment prendre mon exemple pour Mhm. moi, pour moi-même. Le, Ce n'est rien d'autre que des petites disciplines comme Mhm. ça qui m'ont permis mais de faire tellement, mais tellement de choses. Donc, la première voiture que je m'achète à moi, à l'époque, c'est la BMW E46. Mhm. La E46, enfin, je sais pas comment on la décrit, mais je l'achète en quelle année? Je cherche, Mhm. ça fait longtemps. Mhm. On devait être en 2009. Ok. Non, il est pas en seconde comme ça. Voilà. Donc en 2009, c'est la voiture que je voulais. Mhm. Voilà, donc je l'achète en 2009. Mais au moment où je la veux, on est en 2007. Ok. Donc, tu commences à Je épargner. mets de l'argent de côté, Ouais. petit à petit, parce que c'est ce que j'ai envie d'acheter. Au Mhm. moment où j'achète, je n'ai jamais l'impression, en général, en fait, quand j'achète des choses, je n'ai pas l'impression d'avoir puisé dans ma Oui. ressource de Mhm. base. Mhm. J'ai déjà planifié à arriver à ça. Je vais aller en voyage. Je ne décide pas d'aller en voyage aujourd'hui pour demain. Mhm. J'ai des vacances, je vais aller en vacances en novembre. Mhm. L'argent des vacances de novembre a commencé à être consommé, épargné à partir de novembre l'année dernière. Mhm. Voilà. Mais là même, c'est devenu une habitude. J'ai un compte dépenses voyage. Ok. Voilà. Donc, si j'ai une activité ici et là qui m'a rapporté un peu d'argent, Mhm. voyage. Ça s'en va en voyage. Tout va en voyage comme ça. Et c'est avec ça que je paye les billets, c'est avec ça que je vis ma vie. Mhm. Donc, mon compte principal de salarié, lui, il sert à gérer ma vie au quotidien. Ok. Alors, comme c'est pas là-bas, on est riche. Mhm. Il gère ma vie au quotidien. Je ne suis jamais en train de puiser de gros montants. Et depuis l'époque où justement tu étais stagiaire jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as déjà eu des, je sais pas si je veux dire des échecs financiers, ça peut être en termes d'investissement, ou ça peut être des moments où peut-être tu n'as pas su gérer cette discipline-là, et puis tu as fait des dépenses où tu t'es dit, ah, attention, là, j'ai foiré. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de truc?
Oui, j'ai eu des échecs financiers en choix d'investissement. Donc, en, euh, j'ai failli dire en immobilier. Donc, en achat de terrain, Ok. où on va te doubler. Ouais. Voilà, donc c'est déjà arrivé. Mais encore une fois, ma philosophie dessus, c'est qu'on va me doubler. Je considère que quand tu achètes un terrain dans ce cher pays, il y a au moins une personne qui va te doubler. Oui. Si tu achètes 10 terrains, peut-être on va te doubler 4, 5, 6 fois, je sais rien. Ouais. Mais il y a un, on va pas te doubler. Et puis un, là, il va être rentable à un moment donné. Ouais. Il va rembourser tous ceux qui t'ont doublé. Comme ça, c'est ma philosophie. Si je dois acheter du terrain, je ne dépense pas beaucoup d'argent en achat de terrain. Ok? Ma méthode, c'est ton logement, tu as travaillé dur pour avoir ton logement. Si tu achètes des terrains, c'est dans des coins les plus perdus de la ville. Donc, vas-y que j'ai acheté Bassam avant l'autoroute, Jacquesville avant le pont. Super. Voilà, donc Songon avant qu'on décide de trucs. Donc, j'ai fait. Tu as le comportement des papas lents. Parce que quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre mon papa, quoi. Les gens qui ont eu la chance d'acheter les choses à l'époque où ça ne coûtait pas aussi cher Il y avait, qu'aujourd'hui, il y quoi. avait, il y avait rien, c'était la brousse. Donc, quand on t'envoie, même on dit c'est le verre là. Tu te dis, bon, ok. Mais ça coûtait pas, c'était des 1000 francs le mètre carré. Ouais. Voilà. Donc, 1000 francs le mètre carré, c'était pas viabilisé. Mais c'est maintenant que le chirurgien commençait à placer, donc lui-même il bradait les terrains, il avait besoin d'avoir une petite manne. Ouais. C'est ce que, il y a plein de choses que j'ai fait comme ça. Il y en a, ça a pris 10 ans pour que la documentation sorte. Il y en a, on dit le chef du village a changé, qu'il faut refaire les papiers, non, qu'ils ont vendu à 2 personnes. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble des choses. Mais le fait est que il y a 2 ou 3 dedans qui vont avoir de la bonne valeur d'ici 5-10 ans. Oui. Donc, c'était des choix sur lesquels que j'ai fait. Maintenant, sur la discipline, on peut pas être discipliné 100% du temps. Même le plus discipliné de la Terre, il a des, C'est rassurant. voilà, il a des échecs de discipline. Mais ce que je fais, c'est de ne pas me recréer une mauvaise discipline. C'est-à-dire que tu dis que tu lis, par exemple, une page tous les soirs. C'est ta discipline. Et puis un soir, tu es fatigué. Tu ne lis pas. Le deuxième soir, tu ne lis pas. Tu es en train d'écrire une nouvelle discipline. Oui. En fait. Donc, ce que je fais, c'est de ne pas me créer la mauvaise discipline. Si j'ai échoué dans mon rythme, je vais couper le mauvais rythme rapidement pour me remettre. Et puis, il y a des fois, tu as juste envie de te faire plaisir. Donc, tu vas partir et dire, ah, c'est voilà. Donc, je paie ce dont j'ai envie parce que j'ai envie cette fois-ci et puis tu avances. Mais ça va être sur des investissements, mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas. J'ai un rapport à l'argent qui est très drôle, contrairement à tout ce que les gens pensent. Les gens disent non, avare. Je ne suis absolument pas avare. Vraiment pas. Je suis discipliné, je sais ce que je veux de mon argent. Mon rapport avec l'argent, c'est que l'argent est un moyen, jamais il ne me contrôle. Ok? Et si je perds de l'argent, tiens, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent sur les marchés boursiers. Mais perdu quoi. Vraiment perdu. C'est que j'ai perdu de l'argent comme j'en ai gagné. Voilà. Donc, ça, si c'est perdu, c'est perdu. Je ne fais pas de deuil. Je sais qu'il y a cette idée selon laquelle quand tu donnes, tu reçois. Je me souviens même d'un article d'une amie, Mélissa Guéhi, je pense que tu connais, où elle avait dit que c'est un peu comme si l'argent se trouve là et ça vient serrer dans ta paume. Mais en fait, tant que tu ne donnes pas, tu ne libères pas, ça ne revient pas en fait. Et je sais que même dans les religions et tout ça, on va t'encourager à donner et franchement, ça ment pas. Genre, on peut dire tout ce qu'on veut, qu'on soit religieux, spirituel ou pas. Mais moi, je sais que de manière générale, dans la vie, j'ai remarqué que souvent, tu donnes et puis tu reçois exactement le même montant, ou même plus, en fait, que ce que tu as donné, quoi. Donc, quand tu disais que tu n'étais pas avare, je dis, bon, je pense que oui. Dans ce sens-là, on le voit déjà. Vraiment, comme tu as dit, il y a le côté spirituel, donc il y a des religions, les religions qui en parlent.
il y a des concepts, je vais dire ésotériques Mhm. sur le sujet. Mhm. La première raison pour laquelle c'est un des défis, Mhm. c'est pour travailler ton rapport à l'âge. Oui, très bien. Voilà. C'est de travailler ton rapport à l'argent. On te Mhm. dit d'épargner, de faire attention à ce que tu épargnes, Mhm. mais on te dit aussi, c'est pas grave si tu as donné de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Mhm. Hein. Parce que on est des êtres humains, on n'est Oui. pas là pour être seul Mhm. sur la terre, au-delà Oui. de l'aspect Mhm. religieux. Euh, Il y a une histoire que j'ai lue, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est dans un contexte religieux Mhm. ou ésotérique, sais plus, je ne sais plus. Mhm. Mais l'histoire dit que Dieu, l'univers, il y a assez de ressources sur la terre pour tout le monde, Mhm. pour absolument tout le monde. Mhm. Le problème de la ressource, c'est qu'elle est mal répartie. Mhm. Donc il arrive que certains en ont trois, d'autres un, Mhm. certains en ont sept, d'autres zéro. Mhm. Et si tu es dans ceux qui ont sept, en face de quelqu'un qui a zéro, il faut que tu donnes un, Mhm. au moins, Oui. à la personne. Mhm. Et normalement, tout le monde doit être capable d'avoir un Mhm. et d'avoir ce qu'il lui faut. Donc ça, c'est une idée sur laquelle je vis personnellement. Mhm. Euh, Si tu as la possibilité et que tu le sens toi-même Mhm. au fond de toi, Mhm. de venir en aide à quelqu'un qui en a vraiment besoin, Mhm. il faut venir en aide à cette personne, il faut euh, donner et partager. Et il y a maintenant le côté religieux qui dit donne, on va te le donner plus Mhm. en truc. Je, je l'aime moins Mhm. parce que c'est un don pas, Intéressé. voilà, c'est un don intéressé, c'est un Mhm. don pas vraiment don, quoi. Mhm. C'est, Mhm. ok, je donne parce que je veux recevoir Oui. Mhm. plus derrière. Mhm. Quand tu donnes, tu donnes. Oui. Voilà. Mhm. C'est pas, je donne parce que je Oui, mais crois après, quand même, tu que... sais que il y a de l'intérêt, c'est vrai. C'est un peu comme quand on veut partir au paradis ou voilà. Mais en même temps, tu sais que ce que tu vas recevoir, c'est pas de la personne en fait à qui tu es en train Non, de mais donner. tu attends quelque chose. C'est, C'est pas faux. voilà, C'est tu pas faux. attends. Tu n'es pas, c'est, comment on dit, aimer sans attendre d'être aimé en retour, aimer son ennemi, dans la religion, Mhm. chez les catholiques, enfin, on va dire, Jésus va dire, si tu aimes quelqu'un qui t'aime, à quel Tu n'as moment, rien fait en fait. voilà, Ouais. c'est facile d'aimer quelqu'un Mhm. qui t'aime. Il faut que tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas ou qui te fait du mal. Mhm. Ah, c'est de là on sait que tu es en train d'aimer. Ouais. Pour l'instant, avant là, tu n'aimes pas, c'est facile. Mhm. Tu aimes, Mhm. ouais, vas-y, tu aimes ta femme. Ta Oui. femme t'aime. Eh, Ouais. c'est facile. Mhm. Mais quelqu'un comme disait, ouais, quelqu'un qui te pire partout, Ouais. tu dois aimer la personne. Mhm. Ça, c'est le vrai amour. Donc, Ouais. c'est pareil. C'est vrai, c'est un concept qu'on expérimente, on le sent, on le voit Mhm. arriver. Mais il faut pas donner Mhm. parce que secrètement, Mhm. on a envie de multiplier ce qu'on a donné. Mhm. Il faut donner Mhm. vraiment de bon cœur. Et c'est seulement à ce moment-là Mhm. que tu déclenches le vrai retour. Mhm. Voilà. Réussir à donner sans avoir le moindre intérêt. Sans Ouais, avoir quoi, sans avoir le moindre intérêt. Mhm. Tu donnes parce que la personne en a besoin, tu as Ouais. ressenti que la personne Mhm. en a besoin, tu as Mhm. donné. Tu as passé. Parce que moi, je sais que ce soit le don ou même juste rendre service et tout, je sais que de manière automatique, moi, ma réponse, ça va être non. Et c'est toujours, Bien. je vais toujours me dire, non, Dieu n'aime pas ça. Donc, à cause de Dieu, il y a des choses où je vais dire, bon, je vais faire à cause de Dieu, tu vois. Donc, C'est une mécanique. ouais. C'est une mécanique Mhm. qui peut fonctionner. Mhm. Euh, j'ai fait la paix Mhm. avec ça. Ok. Ça, c'est personnel. Mhm. Mais il faut du travail pour faire cette paix. Beaucoup. Je suis arrivé à me dire que fondamentalement, je ne crois pas être méchant. Ok. Ok? Mhm. Donc, le moment où je vais donner, c'est que je vais le ressentir et je vais faire confiance à ce que je ressens, Ok. à mon intuition, à tout ce que Mhm. tu veux. Ok. Donc, je vais donner quand je vais ressentir vraiment qu'il faut donner. Ok. Si je ne ressens pas, s'il y a il y a un truc qui me dit, je ne donne pas. Ça ne me dit rien. Mhm. Ça ne me fait pas mal. Mhm. Je n'ai pas à te justifier quoi que ce Mhm. soit. Je te dis non. Mhm. Je n'ai pas à donner. Mhm. Tu vas
build your case comme tu veux, Mhm. tu vas pas me convaincre d'autre chose. Parce que la chose à laquelle j'ai fait confiance, c'est mon sentiment. Mhm. Et je pense que ce sentiment-là vient de Dieu. Ouais. Voilà. Donc, Ok. j'ai réglé la Ah, c'est très bien. la Bonne situation. leçon. Ouais. Voilà. Donc, ça m'est venu d'où? Mhm. Je sortais, je sais plus c'était en quelle année. Mhm. Ah, longtemps. Mhm. Je sortais de la messe un midi. Mhm. Et il y a un gars qui est, de ceux qui demandent l'argent les pires, c'est ceux qui sont juste à la sortie de la Mhm. messe, Mhm. je trouve, parce que ça veut jouer sur ton Oui, oui, esprit, oui. je sais pas. Mhm. Et littéralement, ce jour-là, il me restait 100 francs. Mhm. Mais vraiment, hein, Mhm. 100 francs, j'étais à découvert. Mhm. Parce que il y a beaucoup de choses qui m'étaient arrivées avant. Mhm. Et ma voiture avait eu un problème. Mhm. Donc, j'ai déboursé tout ce que j'avais Mhm. sur mon compte pour La pouvoir. faute de l'épargne a été à découvert, Oui, mais il oui, s'est oui. repris après. Et j'ai réglé le truc de ma voiture. Donc, je n'avais littéralement Mhm. rien du tout. Ouais. J'attendais mon salaire vraiment Mhm. pour le revient et à la fin du mois. Mhm. Donc, le gars sort, il me dit non, il est malade, Mhm. tuberculose. Il Mhm. me dit son truc. Mhm. Et je sors de la messe, je le regarde, je me taxe, Mhm. j'enlève mes 100 francs, Mhm. je lui donne. Mhm. Il m'a insulté. Ouais. Il m'a dit, toi, on te dit que le gars, il a tuberculose, toi, c'est 100 francs, tu me donnes. Entitlement. Vous êtes là, vous avez vos voitures, non, il m'a prêté à monter C'est dans ma ça. voiture. Vous avez vos voitures, vous êtes mauvais et compagnie. Donc, quand il a fini, il a parlé, je l'ai regardé, je suis pas énervé. Mhm. J'ai dit, redonne-moi mes 100 francs. Mhm. Et il m'a redonné mes 100 francs. Mhm. J'ai pris mes 100 francs. J'ai dit, excuse-moi. Mhm. Je suis monté dans ma voiture, je suis parti. Ok? Littéralement, Ouais. voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mhm. Euh, pour découvrir quelque temps après, en fait, que il n'était pas Ouais, malade. bien C'était sûr. Bien sûr. Son business. c'était son business. Mhm. Son business, là. Un jour, il me revoit, Mhm. il me redemande. Et puis, je lui ai demandé, tu te rappelles pas de moi? Les gars se rappellent jamais. Tu te rappelles pas de Ouais. moi? Il dit, comment ça? Il dit, ah, il t'a donné mes 100 francs. Mhm. C'est tout ce que j'avais Mhm. ce jour-là. Tu n'as pas que. Mhm. Tu es encore malade 2 mois plus tard. Tu n'as pas réussi à régler. Mhm. Donc, donc, du coup, j'ai commencé à me dire, si quelqu'un me demande, donc un mendiant, Mhm. quelqu'un qui a un problème dans la je le vois et que tout de suite, je vais écouter La première voix, en fait. voix Mhm. qui me dit, this guy needs this person, cette personne n'en a pas besoin. Mhm. Je vais dire non, je vais passer et je vais oublier à l'instant. Ouais. Parce qu'on va aller t'insulter sur ton profil. On a presque fini, mais j'ai envie de parler de ce livre-là, La psychologie de l'argent de Morgan Housel, qui peut être un peu différemment des autres livres sur la finance et tout, qui met l'accent sur pourquoi est-ce qu'on pense de la manière dont on pense par rapport à l'argent, d'où vient notre rapport à l'argent. Et je parlais de loterie tout à l'heure. Moi, l'une des leçons que j'ai adorées ici, il te dit que tout le monde sait que, genre, la loterie, c'est pas comme ça que tu vas devenir riche. Je suis en train de perdre beaucoup de l'argent inutilement. Mais il te dit en fait que ce sont les personnes les plus pauvres, généralement même, qui dépensent de l'argent à la loterie. Et pour des personnes qui sont peut-être financièrement stables, ça n'a pas de sens. Mais sauf que les gens qui sont pauvres, là, toi, tu peux te dire, ok, je peux avoir 1 million demain. Mais lui, il n'a aucune chance dans sa tête, en fait, de pouvoir avoir 1 million si c'est pas en jouant à la loterie. Donc, on peut comprendre que c'est mauvais, mais sauf que ça vient d'une certaine réflexion, d'une certaine manière de penser aussi. Et donc, quand il a expliqué, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça. Et l'une des choses qui m'a marqué aussi, et tu l'as mentionné, il faut savoir ce que tu veux pour toi. Quel est le style de vie que tu as envie d'avoir? Et il te dit que, par exemple, les gens vont te dire que ça n'a pas de sens, que tu achètes de l'argent cash, si tu veux. Comment ça, acheter de l'argent? Alors, je voulais dire ici qu'ils ont acheté une maison. Une maison, franchement, c'était dans le feu de l'action que j'ai dit acheter de l'argent. Donc, vous avez compris. Bye. Alors que lui, je pense lui et sa femme, ils ont épargné, comme tu dis, et ils ont estimé que ils allaient avoir une certaine paix, en fait, en ayant leur argent sans avoir de dette, plutôt que de faire comme tout le monde, avoir une dette et puis tu vas payer au fur et à mesure.
Donc, au final, peut-être que économiquement, chez eux, ça n'a même pas de sens, mais Sens. par rapport à lui, c'est un sens. Et il te dit que lui-même, son père, par exemple, a été médecin urgentiste, je crois. Et c'est très tard. Il avait déjà ses enfants quand il est parti en école de médecine. Donc, il a commencé l'école de médecine très tard. Il est devenu urgentiste. Il a travaillé pendant quelques années. Et à un moment, peut-être dans la cinquantaine par là, il trouvait que c'était un métier épuisant. Mais sauf qu'ils ont toujours vécu, puisqu'ils ont commencé à fonder leur famille dans la galère un peu de jeunes, un peu broke façon. Donc, ils ont toujours gardé cette frugalité, en fait, dans leur manière de vivre. Donc, ils ont épargné suffisamment d'argent. Et à un moment, ils pouvaient prendre sa retraite tranquillement à une époque où d'autres personnes avaient besoin de travailler pendant longtemps. Et c'était aussi une leçon que lui, il a retenue, avec laquelle il a évolué de manière générale. Et peut-être l'une des autres leçons que j'ai aimées et dont je parle aussi, c'est la patience. Il va te dire que, par exemple, quand on parle de bourse, il y a des gens qui vont utiliser la bourse pour faire en mode, j'achète aujourd'hui, dès que ça augmente, je revends. J'achète dès que ça, il te dit non. Lui, c'est vrai, lui, il préfère sur le long terme, en fait. Donc, garder son truc, ça va fructifier au fur et à mesure et tout. Et on te dit que même, par exemple, le gars hyper riche, là, oh, il est vieux comme ça, je Warren Buffett. Warren Buffett. Il te dit que ben, Warren Buffett, c'est vrai qu'il est devenu riche, tout le monde sait aujourd'hui, mais ça a pris combien de temps pour qu'il accumule en fait cette richesse et puis un jour ça explose comme ça. Et on n'a pas cette patience-là et nous on veut juste faire du copier-coller sans voir en fait tout ce qu'il y avait derrière. Donc c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Je vais le lire. Oui. Franchement, les concepts sont universels. Tu ne peux pas. Il y a vraiment sécurité pour commencer, constitution du capital, Oui. discipline, temps. Mhm. Le temps, c'est de l'argent et c'est vrai à tous les niveaux. Le temps que tu passes sur une chose, c'est de l'argent, tu peux te faire payer. Mais si tu commences à épargner, et je pense que j'ai raconté cette histoire dans le livre, de l'assureur qui me dit, vas-y, achète, prends un produit, j'en ai pas besoin, mais pour m'en débarrasser en premier lieu, je dis, bon, d'accord, prenez un produit à 10 000. Et c'est 10 000 francs. 10 000 francs, honnêtement, ça me fait pas trop mal. OK? C'est 10 000 qui s'en vont chaque mois. 10 000. Et je lui pose la question, ça fait 8-9 ans, je sais plus. Je lui pose la question, il dit, mais 10 000, 10 000, tu prends là, il y a combien là-bas? Ça fait 1 million. C'est 10 000. Donc, plus tôt tu commences, pardon, plus le temps joue en ta faveur. Si tu mets 100 000 francs de côté pendant 15 ans, ok? Avec une assurance vie, à 3,5, tu peux te retrouver à 20-21 millions en 15 ans. Si tu mets donc quelque chose comme 400 ou 500 000 en 15 ans dans la même assurance vie, en 15 ans, tu as 100 millions. Ok? C'est à un moment donné, quand tu vas mettre tes 100 000 au début, tu vas sentir ces 100 000, tu vas maîtriser ta vie en considérant que tu n'as plus cet âge et tu vas t'ajuster. Donc, si les choses vont bien, ton revenu va augmenter ou ça va pas particulièrement bien, ça va rester au même niveau, mais tu auras maîtrisé ta vie. Et puis un matin, on va te dire que tu as 100 000 ou 20 millions. Alors que tu es dans un truc où tu te dis, mais ça va pas. On t'a donné 20 millions parce que tu as fait l'effort de mettre cet argent. Donc, il faut commencer le plus tôt possible. Si on vient de commencer à travailler, tu touches 200 000. Tu dis non, que toi, tu as serré ton cœur, tu mets 20 000 de côté, tu oublies les 20 000. Tu avances. Si 200 000, 3 ans après, c'est devenu 500 000, il dit, comme ça a augmenté de 150%, je vais passer de 20 000 à 50 000. Et puis, tu augmentes. Si tu es arrivé à 2 millions de salaire, bon, peut-être que maintenant, tu vas mettre 200 000. Et puis, tu vas augmenter comme ça. Ou créer des produits différents. À un moment donné, tu es juste en train de construire ta base de sécurité. Cette base de sécurité, tu peux faire tous les investissements que tu veux à un moment donné de ta vie. Tu auras de l'argent qui est là. Ce sera plus haut que la sécurité dont tu as vraiment besoin. Donc, il y a une opportunité. Tu peux prendre ton capital, mettre dans l'opportunité, générer du revenu. Les gens font Yango
en pagaille Ouais. en ce moment. Si tu as économisé ton argent pendant un moment sans trop savoir si tu vas faire. Et puis bon, il se trouve que tu as 5-6 millions là. C'est l'argent qui dormait, tu vas acheter ton véhicule, tu commences à le mettre, c'est un investissement, il va générer du revenu. Et tu recommences avec ton revenu là, tu le repasses. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais on est dans du capitalisme. Dans le capitalisme, il y a capital. Tu n'as pas de capital. Tu veux le isme. C'est le isme. Exactement. Exactement. C'est que si tu n'as pas le capital, tu es le isme. Ouais. C'est-à-dire que tu travailles plus que la rémunération que tu gagnes. Voilà. La rémunération, on te paye moins que ce que tu produis. C'est le principe du capitalisme. Ce que tu es payé moins que ce que tu produis. C'est le capital qui gagne le plus dans le capitalisme. Donc, si tu es entrepreneur, que tu n'as pas de capital, tu travailles avec le capital de quelqu'un d'autre, c'est celui qui t'a donné le capital qui a plus d'argent que toi. C'est clair et c'est net. Voilà. Donc, il faut juste comprendre que plus tôt tu commences, plus vite tu as ton capital et plus vite tu peux investir et gagner plus d'argent. Franchement, ça a été une très belle conversation. Je sais que le guide pour bien épargner, si on est à Abidjan, c'est dans toutes les librairies, hein, pratiquement. Librairie de France, Fnac, Siloué, le Stream. Je pense qu'on peut le retrouver dans les Super U, Fondation d'Envahir, de Happy Place, voilà, il est bien distribué. Et est-ce qu'il est en dehors de la Côte d'Ivoire? Où est-ce qu'on peut l'avoir? Non, pour l'instant, il n'est pas encore en dehors de la Côte d'Ivoire, mais les éditions Nemba travaillent en ce moment avec leurs partenaires au Burkina, au Sénégal, dans différents pays, pour le rendre disponible dans d'autres pays. Ok, d'accord. Il ne coûte que 5 000 francs, quoi. C'est un investissement, c'est le meilleur investissement que vous allez faire. Je pense que ça, c'est... Au lieu de manger à locaux, faut investir dans le... C'est ce qu'il y a dans mon ventre. Non, moi, je dis que c'est ce qu'il y a dans mon ventre et dans ma tête qui est pour moi. Donc ça, vraiment... Toi, au moins, tu mets, il y a la tête. Faut le mettre dans la tête. Ça reste. Toi, dans le ventre, ça s'évacue très vite. Plus vite qu'on ne le croit. J'avoue. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton temps. C'était un plaisir, vraiment. Est-ce que tu aurais un mot de fin en plus de tout ça? Là, tout de suite, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je n'ai pas spécifiquement de mot de fin, mais l'idée serait de commencer maintenant et de commencer à prendre en main ses finances si elles sont un peu dispersées et de se construire, d'avoir une vision pour sa propre vie et de construire sa vie comme on l'entend sans compter sur toute la pression sociale. Et puis moi, j'ai envie de dire de partager la bonne nouvelle, quoi. Donc, partager la vidéo à des personnes qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.